Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue sur ce live Facebook. On ne les compte plus maintenant. J'espère que vous vous portez bien et que l'automne approchant et étant dans cette période-là, les uns et les autres reprennent leurs activités automnales. Il nous est apparu important de pouvoir nous retrouver à nouveau par le biais de ce Facebook Live, qui est un outil que nous avons initié il y a déjà plus de 2 ans, avec des rendez-vous réguliers à chaque fois que l'actualité nous semble importante. Aujourd'hui, la thématique, c'est celle de l'écoquartier. Je tiens à vous dire, avant de poursuivre, que nous avons lancé ces Facebook Live et que pour ceux qui n'auraient pas Facebook, je vous invite à le dire autour de vous, ils peuvent s'inscrire en écrivant simplement un mail à l'adresse contact@legros.fr. Donc contact@legros.fr pour pouvoir s'inscrire et recevoir donc les informations du groupe, la vidéo de ce soir, les vidéos prochaines qui arriveront et les comptes rendus du conseil municipal en exclusivité avant qu'ils soient diffusés plus largement. Donc c'est un véritable outil pour garder le lien et puis vous pourrez grâce à votre inscription suivre l'action de nos élus, l'action de notre bureau, l'association Le Groupe de Réflexion pour l'Avenir et l'Unité est une association qui produit des réflexions et qui continue de vivre et de participer au temps de la vie locale. À ce propos, avant d'en venir au point essentiel qui concerne l'écoquartier, je voudrais revenir sur quelques informations concernant la vie de notre commune. Tout d'abord, vous l'avez compris, difficile de ne pas aborder la question de l'épidémie et de sa traduction et de son impact, on va dire, sur l'organisation de notre vie sociale. Première information, le traditionnel repas qui concernait les aînés de la commune, qui se situait en 2 jours auparavant, un samedi et dimanche, dans le cadre des fêtes de fin d'année, a été annulé. C'est une décision très probablement sage, nous nous associons à celle-ci et je veux informer tous ceux qui avaient prévu d'y participer ou les parents ou grands-parents de ceux qui seraient concernés, que la ville envisage de substituer ce temps de repas par le colis qui bénéficiera cette année à un plus grand nombre de personnes dans le cadre des fêtes. Nous espérons vraiment que 2021 sera une autre année et que ce repas pourra se faire et nous prendrons plaisir à le partager ensemble. Et puis, je le redis et je crois que c'est important, particulièrement dans cette période de notre vie sociale, de notre société qui est confrontée à cette épidémie qui dure dans le temps. Si vous connaissez des personnes qui sont isolées, il est important de pouvoir le signer. Nous restons mobilisés, disponibles, si vous nous sollicitez, pour aller à la rencontre et au contact des personnes qui pourraient être les plus isolées ou pour le faire remonter, notamment au travers des services du CCAS. En fin de compte, la pire des situations, c'est celle de ceux qui restent isolés et dans le silence. Donc, n'hésitez pas à le faire remonter. Là encore, nous nous sentons concernés par la lutte contre l'isolement des personnes âgées. Autre point, vous l'avez certainement vu, la mise en œuvre d'un couvre-feu sur l'ensemble du territoire départemental, mais aussi des mesures qui s'y associent, plus drastiques. En ce qui concerne la vie associative, elle est quelque peu perturbée puisque les activités en lieu clos, c'est-à-dire plus de 90% de l'activité associative, vont devoir se suspendre tout simplement parce que nous faisons face effectivement à des cas de plus en plus fréquents, à une montée en charge encore de l'épidémie. Tous les jours, des cas affluent à l'hôpital et je peux vous le dire, je suis très bien placé en travaillant au CHU de Nîmes. Mes confrères urgentistes constatent que l'hôpital est vraiment dans un niveau de saturation important et effectivement, on constate un peu tard cette montée de l'épidémie. Toutefois, cela peut faire râler, mais je crois qu'il n'est pas le temps de polémiquer sur ce sujet, mais plutôt de tout faire pour essayer de limiter l'épidémie. D'ailleurs, à ce sujet, je crois qu'on est dans une situation particulière et je ne veux pas m'étaler dessus puisqu'on en entend tous les jours, du matin au soir, dans la presse, sur les réseaux, d'ailleurs des informations parfois erronées et dissonantes. Mais je veux vous dire que la pédagogie est importante et il faut comprendre les mesures qui s'appliquent. Aujourd'hui, on est confronté à une opposition entre 2 concepts, des mesures administratives qui viennent mettre des contraintes, qui sont la seule arme véritable que détient l'État ou que détiennent les organisations politiques pour lutter contre le virus.
on voit bien qu'elles ont leurs limites parce qu'en fin de compte, ce qui compte aussi et qui semble être vraiment fragilisé ces derniers temps, c'est le respect pur et dur de ce qu'on appelle les mesures barrières. Maintenant, tout le monde en parle. Tout le monde met un masque, mais est-ce que tout le monde continue à bien se laver les mains avec des solutions hydroalcooliques récemment? Est-ce que le masque il est porté correctement? Est-ce qu'il est changé régulièrement? Et c'est vraiment sur ça qu'il faut appuyer notre message et c'est sur ça que je vous invite à réfléchir, c'est qu'en est-il de l'application des mesures barrières dans notre cadre privé? Parce que là, le pouvoir administratif est très limité pour contrôler les mesures de santé publique. Pour autant, c'est là où se situe la majeure partie des contaminations. Beaucoup de professionnels ont repris leur activité, masques, etc. et se retrouvent finalement lors des temps de pause, lorsqu'ils rentrent à la maison, lorsqu'ils vont voir des amis sur du temps convivial, à lâcher les mesures barrières. Et c'est là que circule le virus de façon massive. Donc, questionnons-nous tous, pensons et réfléchissons tous à la question de ces mesures barrières qui s'appliquent et qui doivent s'appliquer dans le champ privé, dans le champ personnel, par rapport à nos parents, à nos grands-parents. C'est vraiment le point essentiel parce qu'on pourrait encore durcir les mesures administratives, aller jusqu'au confinement, si lors des échanges personnels ou si on continue à lâcher sur ces mesures, eh bien en fin de compte, on ne pourra pas avancer. Et ça, nous avons une responsabilité collective là-dessus. Pour finir tout de même sur une note positive, je crois qu'il faut le souligner, il y a quand même malgré tout pu se tenir le festival Imagimum, festival destiné aux enfants mais aussi à leurs parents, hein. C'est toujours très agréable pendant les vacances de la Toussaint d'avoir un vrai lieu. Bravo en tout cas à toute l'équipe municipale qui a pu s'organiser, qui a modifié l'aménagement de ces structures de façon à pouvoir permettre le maintien de ce festival. Et si je dis que c'est important, c'est parce que depuis toutes ces années, il est devenu presque incontournable, aussi bien lorsque je travaillais dans l'Hérault à Montpellier, j'avais régulièrement une discussion avec des parents qui se rendaient spécialement au Grau du Roi pour ces vacances de la Toussaint pour pouvoir aller amener leurs enfants et faire des activités. C'est également le cas lorsque nous faisons, entendons dans le Gard ce type d'informations. Voilà ce que je voulais dire sur les points positifs, donc bravo. Ce festival s'achève le 28 octobre, donc encore 2 jours pour en profiter. Vous pouvez y aller, l'équipe est sympathique, il y a des petites modifications, mais c'est vraiment un temps convivial à passer si la météo nous le permet. Je vais maintenant aborder le point qui nous a amené à nous réunir, c'est évidemment le point qui concerne l'écoquartier. Donc ce point-là est important puisque on le sait, c'est crucial en termes de qualité de vie. On sait que notre commune est souvent saturée du fait du tourisme de masse d'abord, mais aussi régulièrement tout au long de l'année, à chaque week-end, à chaque moment, on rencontre une saturation. Et un autre marqueur de cette saturation, de la population qui est trop importante par rapport aux structures et à l'offre qui y est, c'est par exemple la difficulté que l'on peut rencontrer à trouver un médecin généraliste. Et imaginez rajouter une population alors qu'aujourd'hui cela est très difficile, ben, finalement ce n'est pas garantir forcément les conditions d'un accueil de qualité pour des nouveaux résidents, des nouveaux habitants de la commune que d'être déjà en difficulté sur certains points et de vouloir pour autant grandir notre population. Il pose d'autres questions évidemment, ce projet d'écoquartier, celui de l'ultra-bétonisation, parce qu'on continue à bétonner chaque espace vert évidemment, et puis jusqu'où allons-nous devoir sacrifier les végétaux, les espaces qui donnent de l'oxygène dans notre ville, les espaces remplis d'air. Nous avons fait le week-end dernier le tour du périmètre en question pour nous apercevoir qu'il y a quand même des beaux espaces que l'on peut imaginer difficilement se mettre à concentrer la population ou même, pour faire une digression, quand on va sur les cours de tennis et qu'on regarde l'emplacement où va se situer une des 2 maisons médicales qui est prévu de construire, on dit maison médicale, d'ailleurs c'est des maisons probablement professionnelles, hein, il n'y aura certainement pas beaucoup de médecins dans ces maisons-là, peut-être 10%, 20%, pas plus vraiment. Pour autant, elles vont empiéter sur les terrains de tennis, elles vont empiéter sur les espaces verts autour du parking de la piscine, c'est quand même aéré. Imaginez un bâtiment sur 2 niveaux, puisque le niveau 0 sera un parking, c'est quand même dommage. Alors même que la commune vient de faire l'acquisition de l'ancien camping des Pins, sur lequel peut-être cette structure aurait vraiment sa place. Là encore, nous nous interrogeons. La question qui se pose finalement, c'est comment embellir la commune tout en essayant de la densifier.
En fait, est-ce que cette question est bien raisonnable? À quel besoin allons-nous répondre et si on le réalise, ce projet va-t-il vraiment répondre aux besoins? Moi, ce que je crains vraiment, c'est qu'on nous argumente des besoins colossaux en logements sociaux, une demande qui est forte, mais qu'après la construction, on pourrait faire une tour complète de 300 logements. Et évidemment, il y aurait encore des besoins en logements sociaux et des personnes feraient des demandes pour être accueillies dans une offre de logement social au Grau du Roi. Évidemment, je crois qu'on ne va pas répondre à l'offre. Et quand bien même, faut-il répondre à la demande, au prix de tout sacrifier, la qualité de vie de l'ensemble de la population. Je ne crois pas et je pense que d'autres villes peuvent accueillir ces équipements. Elles sont d'ailleurs parfois mieux situées stratégiquement pour accueillir une croissance. Le littoral, on le sait, c'est une zone qui est sensible et qui n'est pas faite pour accueillir la croissance d'une population, sociale ou pas d'ailleurs. Revenons sur ce projet, peut-être quelques éléments pour que l'on parle évidemment de la même chose. J'essaye de voir au passage si j'arrive à avoir des questions. Je ne les vois pas pour le moment. Les commentaires. Voilà. Voilà. Là, je vais pouvoir en voir. Donc, avant de poursuivre sur la présentation, je fais un petit point sur les questions qui sont posées à ce stade-là. Je dis bonsoir à tout le monde. Merci de suivre cela. Et continuez à partager, hein, vous qui venez nous rejoindre. On va enfin rentrer dans le vif du sujet. Voilà. C'est quoi la suite? D'accord, voilà, bon, essentiellement des propos, des échanges. Je salue en tout cas toutes ces personnes qui nous suivent, hein, qui se sont déjà exprimées largement. Continuez si vous avez des questions et que je peux les saisir, je ne manquerai pas de le faire. Donc ce projet l'écoquartier, qu'en est-il? À terme, c'est un projet qui doit accueillir près de 500 logements. On est sur une augmentation de plus de 1000 habitants. C'est pas rien, c'est une grosse augmentation qui ne semble pas forcément être un souhait. En tout cas, pour une partie des habitants que je rencontre, ne souhaitent pas spécifiquement faire croître la population locale avec tous les désagréments que ça va engranger. Le risque, donc, il est là, il est important. Pour arriver à faire cette construction, plusieurs étapes sont prévues. 3 a priori. Une première phase qu'on appelle celle de l'île aux têtes. Et c'est celle pour laquelle une concertation a eu lieu déjà il y a 1 an. Cette concertation qui a eu lieu il y a déjà 1 an, du 19 août au 20 septembre, faisait donc sur 1 mois, avait rassemblé quelques retours. Hein. Si vous souhaitez, puisque parfois on peut mettre en doute certains propos des uns des autres, moi je m'engage, hein, tout ce que je dis peut se vérifier, vous pourrez toujours trouver les extraits. Donc si vous souhaitez voir le résultat de cette concertation, cette première concertation, je vous invite à aller consulter le procès-verbal du conseil municipal du 2 octobre 2019, où il y avait le retour. Retour d'une concertation avec une faible participation, c'est vrai, en été et puis pendant la période où la fête votive bat son plein, c'est peut-être pas la meilleure façon pour obtenir des avis. Néanmoins, des personnes se sont mobilisées, 21 personnes se sont exprimées. On peut considérer que c'est peu, mais il faut compter ceux qui s'expriment. Et si on fait ça, on s'aperçoit que sur les 21 personnes, 18, c'est-à-dire 85% des personnes qui se sont déplacées, étaient formellement opposées au projet et ont émis un certain nombre de remarques et de réserves. Je vais y revenir. 85%, c'est beaucoup. Et certes, ce sont que les personnes qui sont exprimées, mais comme pour des élections, on ne tient compte que des suffrages exprimés et pas des abstentions ou des votes blancs. Donc, tenons compte de ceux qui se sont exprimés. 85% sont opposés à ce projet. Et puis, ça, c'est le résultat de cette enquête, de cette concertation. Moi, j'aimerais quand on dit qu'il y a un besoin, qu'il faut répondre aux besoins, qu'il y ait une demande, c'est une chose, mais la question vraiment de l'évaluation des besoins, c'est quelque chose qui nécessite de faire des études, de se renseigner. Et la ville, on peut le saluer, via le CCAS, le Centre communal d'action sociale, a déjà conduit ce que l'on appelle une analyse des besoins sociaux, qu'elle a publiée en 2015, au moment où on initiait le projet. En 2015, l'analyse des besoins sociaux conduite par le CCAS, qui avait interrogé plus de 400 personnes représentatives de notre population, s'est aperçu en fin de compte que 78%, c'est-à-dire 8 personnes sur 10 quasiment, étaient satisfaites de leur logement et considéraient qu'ils répondaient à leurs besoins. Autrement dit, on a 8 personnes sur 10 qui répondent aux besoins, qui estiment que le logement correspond à leurs besoins, et on nous dit on ne répond pas aux besoins. Je crois qu'il y a peut-être une distorsion du message. Les faits sont là et ce n'est pas moi qui le dis. Ce sont les services de la ville. Alors moi, je demande qu'on suive les services de la ville et je fais confiance à leur travail, là évidemment. Donc, réponse aux besoins, je ne crois pas. En revanche,
Ce projet, et déjà cela avait été souligné lors de la concertation, il pose des problématiques de densité, ça s'était déjà sorti très largement, la question de la concentration, en particulier de logements sociaux. Et je ne vous refais pas toute la discussion et le message qu'on a déjà relayé sur la question de la personne en difficulté sociale qui bien sûr ont droit et méritent d'être aidées pour l'accès au logement, mais qui bien souvent ont aussi des difficultés sociales parce qu'elles n'ont pas d'emploi. Et leur proposer un logement au Grau-du-Roi, c'est quand même particulièrement risqué parce que c'est une des communes qui a les plus forts taux de chômage, premièrement, et deuxièmement, qui dépend du tourisme, et on peut penser que ça va s'aggraver avec la crise sanitaire que l'on rencontre. Donc là, il y a des éléments nouveaux qui montrent que ce projet, qui à la base est bien intentionné d'apporter du logement social à ceux qui en ont besoin, eh bien, il est voué en tout cas à les pénaliser dans leur recherche d'emploi, dans le retour à l'activité. C'est ça la réalité. Donc attention à ne pas faire plus de mal que de bien avec ce type de projet. La hauteur des bâtiments, la question de l'incidence, de la qualité de vie, c'est très important la qualité de vie. C'est le cœur même d'un projet d'écoquartier. C'est-à-dire qu'il est censé se baser sur la qualité de vie et non pas sur des paramètres de quantité. Pour autant, la qualité, c'est celle de ceux qui y habitent et de ceux qui sont aux alentours de ce quartier. La question de la circulation a été évidemment soulignée, le stationnement, la pollution liée justement à l'augmentation du trafic qui va être manifeste, et puis l'impact sur l'environnement avait été souligné. Et bien sûr, aujourd'hui, on ne peut plus ignorer les conséquences, du changement climatique, les conséquences de justement la bétonisation précédente, le fait que des épisodes, des risques d'inondation sont de plus en plus grands et peuvent comme ça impacter nos populations. Cette zone est sensible à un risque d'inondation. Évidemment, il faudra en prendre compte et réduire le projet pour limiter l'impact en cas d'inondation. Pas de réponse claire, vous lirez vous-même le document. Un exemple, le maire s'est engagé à dire on va passer de 1 véhicule par logement à 1,2. Ok, bon, c'est toujours trop peu, hein, puisqu'en moyenne, et encore plus dans une ville semi-rurale comme le Grau-du-Roi, si on n'a pas de véhicule pour se déplacer, en tout cas à l'heure actuelle et dans l'état actuel des transports et des voies de déplacement vers les principales pôles urbains, je crois qu'on ne peut pas s'en sortir. Donc 2 véhicules par foyer, c'est une moyenne nationale, elle s'applique particulièrement au Grau-du-Roi. Il est vrai que prévoir 1,2, c'est déjà trop peu. C'est déjà trop peu. Et en plus de ça, hein, ceux qui ont suivi la concertation l'ont vu, on n'est même pas à 1,2 puisque 126 places sont prévues pour 110 logements dans l'îlot test. C'est ce qui est noté dans les documents de l'enquête publique. Et ça fait 1,14. Donc vous voyez, on est vraiment en dessous de 1,2. Et la question, comme je vous le disais, elle n'est pas toujours qu'une question de chiffres. Parce qu'en fin de compte, on pourrait mettre 2 véhicules par foyer. Mais si on fait 300 logements et qu'on met 2 véhicules par foyer, il va y avoir de toute façon un engorgement, une saturation du trafic. Le vrai problème et le cœur du problème, c'est la concentration, le grand nombre de logements, la grande population qui est attendue à être accueillie dans cet endroit, qui va poser des problèmes. Et d'ailleurs, des problèmes de circulation qui eux-mêmes entraîneront des problèmes de nuisance. L'étude d'impact a balayé cet argument en disant « mais de toute façon, la ville du Grau-du-Roi, elle est faite pour accueillir 100 000 personnes l'été, donc elle pourra supporter 1000 personnes l'hiver. » Oui, bien sûr, elle pourra supporter 1000 personnes de plus à la condition qu'on vive toute l'année avec des conditions de saturation de tous nos réseaux, avec ce qui fait que la plupart des habitants du Grau-du-Roi quittent le Grau-du-Roi l'été en raison du tourisme de masse. Et bien, si pour l'étude d'impact, c'est de dire on peut vivre le tourisme de masse toute l'année, là encore, je trouve qu'il faut arrêter avec ce type d'arguments qui ne tiennent pas la route. La mission, d'ailleurs, un point de nouveauté parce qu'on refait une concertation et évidemment, on peut se demander pourquoi est-ce qu'il y a un point de nouveauté. La nouveauté, c'est que enfin, on a l'avis de la mission régionale d'autorité environnementale, qui est une institution indépendante. Elle aussi, elle a pointé son avis est sorti que le 7 novembre l'an dernier. Autrement dit, pour la première phase de concertation, cet avis qui est important, qui est objectif, qui vient venir évaluer la qualité environnementale du projet. Maintenant, il faut souligner toutes les réserves. Elles sont nombreuses. Là encore, pour en dire quelques-unes, c'est l'absence de ce qu'on appelle l'OAP, l'orientation d'aménagement et de programmation. En fait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la mairie et le maire ont choisi d'avancer pas à pas, ce qui est peut-être parfois prudent, mais qui surtout balaye les situations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on dit oui, mais là, on fait que
tant de logements et donc voilà l'impact que ça va avoir. Non, il faut avoir la vision à la fin du projet, quand il y aura les 3 tranches qui seront réalisées, quand il y aura les 1400 personnes qui seront sur le site. Parce qu'une fois qu'on a commencé pas à pas, on peut très bien aller à la catastrophe. Et c'est dès le début qu'il faut l'anticiper. Donc c'est la mise en articulation de l'ensemble de la planification. Aujourd'hui, on y va étape par étape et ça pose problème. Donc l'orientation, aménagement de programmation, c'est quelque chose de manquant dans ce projet. Et ça a été souligné là aussi par une agence indépendante. La question du trafic et du stationnement est bien identifiée. Ça entraîne en plus des questions de nuisance en termes de qualité de l'air, nuisance sonore et donc in fine la qualité de vie. Là encore, on voit bien comment ce qui à la base est fait pour servir l'intérêt général ne le sert pas. Ne le sert pas car ne répond pas aux besoins, car c'est une infime partie éventuellement qui pourrait en bénéficier et en fin de compte, cette infime partie, les conséquences vont être négatives pour l'ensemble de la population. Donc en fait, on est loin, très loin d'un programme de qualité, d'amélioration de la qualité de vie. Je vous épargne les questions sur les risques d'inondation qui sont encore importantes, dont on parle tous les jours. Il n'y a pas un projet sans qu'il y ait la question du risque d'inondation, la mise en niveau, la mise en sécurité des personnes, etc. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui avait été souligné. Tous ces éléments, et encore, est-ce qu'on a cité tous les éléments? Je ne crois pas, hein, mais la liste est bien longue et on pourrait faire un live pendant des heures et des heures. Tous ces éléments nous montrent qu'il faut réduire encore la taille du projet. Aujourd'hui, après la première phase de concertation, façon de parler, il y a eu 2-3 immeubles qui ont été retirés, notamment des immeubles sur les phases futures, c'est-à-dire vu qu'il n'y a pas de plan. Vu qu'il n'y a pas de plan réel de planification, on fait miroiter le retrait sur les tranches 2 et 3 de bâtiments, mais tout ça est assez artificiel en fait. Ce qui compte, c'est de se battre pour avoir un îlot test de très faible densité parce que c'est la seule façon que le projet soit de qualité. Si on laissait 126 places par exemple de parking, mais qu'on passait à 65 logements, eh ben on arriverait à un taux équivalent et on diminuerait la saturation des espaces, la question de la pollution de l'air, etc. Donc réduire le projet, c'est très important. Et je le martèle parce que c'est vraiment le cœur de notre action, c'est d'arriver à trouver un projet alternatif, réduit et qui permet d'intégrer ce nouvel espace à urbaniser à ce qui existe déjà. Et pas que ça vienne se poser comme un champignon. Donc en l'état, je le redis, nous sommes opposés à ce projet démesuré. La deuxième phase de concertation a eu lieu parce qu'il manquait quelques éléments, donc il fallait en refaire une. Qu'est-ce qu'on attend? J'espère, et on le saura bientôt au prochain conseil municipal, je pense, nous aurons les retours, à mon avis, donc le 4 novembre, nous aurons les retours de la concertation et j'espère qu'il y aura une mobilisation plus importante. Ce qui n'était pas gagné puisque la concertation, cette deuxième phase, a été réduite de moitié. On est passé d'une concertation sur une période de 1 mois à une concertation sur une période de 15 jours. Et quand on sait la difficulté aujourd'hui de chacun dans son travail, dans son activité pour se déplacer, on peut comprendre que ça limite forcément la capacité de nos citoyens à venir exprimer leur opinion. Pour autant, est-ce que tout ça est fini? Est-ce que tout ça est figé? Bien sûr que non. Et c'est tout l'enjeu de ce live. Je vous invite à relayer ce message. C'est très important, très important. On peut encore agir, on peut encore stopper le projet, l'aménager pour le réduire au maximum. Et ça va dépendre de la prochaine étape qui est cruciale, c'est l'étape de l'enquête publique. Je vous rappelle, l'espace du camping des Pins est une zone qui doit être urbanisée dans le PLU, c'est ce qui dirige les règles d'urbanisme, mais pour pouvoir déposer un permis de construire, il faut que ce soit une zone urbanisable, il faut que ce soit constructible en d'autres termes. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, on est en plein dans la procédure pour le rendre constructible et permettre les premiers permis d'être déposés et par la suite, s'ils sont bien validés et conformes, de pouvoir débuter les travaux. Et donc cette phase-là, et qui a été faite de façon accélérée parce que la modification du PLU se fait de façon plus longue normalement, c'est sur 2-3 ans avec des concertations. D'ailleurs, c'est assez étonnant, je vous le dis, c'est qu'il va y avoir un projet de modification du PLU de l'ensemble de la ville, mais que cette phase-là, cette séquence-là va en être exclue.
puisqu'on se précipite pour la faire. Je crois qu'il serait raisonnable d'attendre la révision globale du PLU. Ça permettrait d'apporter plus de cohérence à ce projet qui aujourd'hui apparaît tout seul, isolé, que l'îlot test, et on veut modifier le PLU que pour l'îlot test. Pour le faire, après les phases de concertation, c'est là où je voulais en venir, il va y avoir l'enquête publique. C'est un moment particulièrement crucial. Je sais sur les réseaux, et je le vois encore parmi vos nombreux commentaires, vous êtes nombreux à vous inquiéter de ce projet. On a fait un post, il y a eu des centaines de partages. Vous avez été des milliers à le voir, à liker, à commenter, à manifester votre opposition. Il y a eu 2 commentaires, je crois, plutôt favorables. Bon, faut le dire. Mais la majeure partie de la population se mobilise, et y compris les personnes qui ont des intérêts dans la ville du Grau-du-Roi, qui y sont autour, dans les communes voisines, qui eux aussi voient d'un mauvais œil ce projet. Vous vous mobilisez sur les réseaux, c'est très bien. Nous avons été touchés par l'accueil reçu, par votre mobilisation, par vos likes, par vos partages. Mais c'est important de pouvoir traduire cela lors de l'enquête publique. Il faut que vous puissiez vous mobiliser et participer pour faire remonter vos inquiétudes directement à l'enquête publique. Et l'enquête publique, c'est crucial parce que non seulement c'est une étape obligatoire, mais en plus, c'est une étape qui est conduite de façon indépendante, puisqu'un commissaire enquêteur va être nommé et va avoir la charge de constater, recueillir et collecter l'ensemble des remarques pour émettre les réserves lors de la modification du PLU. C'est tout ça. Et ça, c'est très important. Je compte sur vous et je sais que nous ne sommes pas seuls dans ce combat. Et évidemment, je voulais et je souhaite saluer l'association Loufanal, l'association des riverains de Loufanal, donc qui est le quartier autour, qui est une association qui a été créée il y a 1 an, qui est en train de grandir. Je les ai eus et j'ai des liens avec eux régulièrement. Leur mobilisation continue, elle est grandissante et je sais, nous avons des échanges réguliers et je sais qu'ils en ont aussi avec tous les représentants. Pas seulement notre groupe, mais aussi des représentants parce que pour eux, il faut mobiliser les politiques du territoire au-delà de toute considération partisane. Il s'agit vraiment, à l'heure où on parle de l'environnement, de la protection du bien vivre ensemble, du fait de garder des espaces pour vivre et où les personnes commencent à saturer des grandes villes où il n'y a plus un terrain d'herbe, eh bien, venir bétonner au Grau-du-Roi, c'est une erreur qui, une fois réalisée, si on ne fait rien, sera irrémédiable. Quand on aura supprimé les cours de tennis, quand on aura supprimé les espaces verts, quand on aura construit à outrance, on ne pourra plus faire marche arrière. Et là encore, parce que nous sommes force de proposition et pendant la campagne nous l'avions dit et nous continuerons à le dire pour rester cohérents avec nos idées, nos valeurs, la priorité pour nous, c'est la restauration du centre ancien. Là où il n'y a déjà plus d'espace vert, là où il y a des logements vacants, des maisons en désuétude, là où on pourrait construire une véritable politique ambitieuse de rénovation qui n'exclut pas le logement social, car il existe là encore des dispositifs. Mais c'est un travail peut-être plus difficile politiquement, il faut avoir un certain courage politique pour aller sur ce terrain-là, faire avancer les dossiers, discuter avec les propriétaires, avec les locataires, avec les commerçants. Enfin, ça demande bien plus d'implication que de construire de nouveau en partant de rien sur des espaces verts. Par contre, le poids en termes de conséquences sur l'environnement, en termes d'impact sur le long terme, parce que dans 20 ans, si on construit, ça y sera encore. Dans 30 ans aussi, c'est ça qu'il faut mesurer. C'est plus valeureux d'aller restaurer le centre ancien et nous nous battons et nous défendons cette idée-là et nous pensons qu'elle est fondamentale. Donc, je le dis, l'association Loufanal se mobilise, nous avons des liens avec eux, la mobilisation est croissante. Nous allons et nous envisageons de lancer une pétition. Nous réfléchissons à quel cadre et à quelles conditions. Nous allons lancer une pétition. Il faudra être aussi nombreux que vos likes et partages, voire plus, pour diffuser cette pétition, qu'elle puisse vous faire entendre votre voix, qu'on dise ensemble stop à l'écoquartier et non à ce projet qui est démesuré. Nous devons obtenir à minima la réduction, si ce n'est la réorientation de la destination de ce terrain. C'est important. C'est important, c'est le sens de nos valeurs et vous ne nous verrez jamais transiger sur les valeurs parce que c'est ce qui fait la qualité de notre action, c'est ce qui fait la qualité de notre groupe, c'est que nous défendons des idées et demain au pouvoir, nous les défendrons encore si vous nous faites confiance. L'inverse de ce que l'on a pu voir où des opposants se sont félicités de bloquer des projets pour aussitôt élus les faire approuver et les faire avancer. Voilà. Après, il ne faut pas s'étonner que certains se détournent de la vie politique, c'est sûr. Pour finir, je crois que notre opposition, notre groupe de proposition est un groupe de réflexion.
Je veux le dire parce que c'est important, ça ne s'est pas toujours traduit lors des différents conseils. Nous n'avons pas en tout cas toujours eu l'impression qu'on nous laissait une totale liberté d'expression. Or, nous sommes prêts à participer, à travailler collectivement. Il suffit pour cela de nous laisser une liberté d'expression, de nous donner les moyens de faire ce travail qui est nécessaire, qui est un travail contradictoire, qui élève le débat, qui permet de confronter des arguments, de s'assurer qu'on a la bonne réponse quand on est dans la majorité, mais qu'on a bien répondu aux questions peut-être des membres de l'opposition. C'est une façon aussi de garantir l'avancement des idées que défend la majorité. Et je respecte bien sûr les idées de chacun. Mais pour cela, il faut qu'on puisse travailler, nous donner les moyens. Nous avons vraiment l'envie d'être constructifs, de progresser. Et d'ailleurs, si je devais le dire, on l'a déjà fait. On s'est toujours associés, on a soutenu des projets qui nous semblaient positifs, bons pour le développement de la ville. Si je devais en citer un, c'est évidemment la fois, les différents moments où nous avons soutenu tout ce qui concerne la logique d'approche, d'attractivité universitaire pour la commune. Quand il s'agit de voter pour mettre à disposition la convention pour le CNRS, pour l'Observatoire des milieux marins au niveau de l'ancien sanatorium, nous avons voté pour. Nous sommes pour l'innovation, nous sommes pour arriver et nous pensons que c'est un bon chemin et ça nous le saluons, c'est un bon chemin que de saluer l'attractivité de notre commune pour l'innovation, le développement de la recherche, etc. Nous sommes pour l'accueil d'enseignants-chercheurs, de chercheurs et même de professeurs universitaires. Alors bien sûr, ça peut nous faire rire que parfois on se moque du ton professoral de certains quand on se démène pour accueillir des pointures universitaires. Évidemment, moi je crois que ce qui est professoral doit être respecté. Personne n'a la prétention, et surtout pas moi, d'être un professeur. Néanmoins, railler un adversaire d'un ton professoral, c'est railler l'ensemble du milieu universitaire et je ne trouve pas ça à la hauteur ou en tout cas contradictoire avec ce qui se fait pour faire venir ces universitaires dont nous avons besoin, qui sont garants de l'innovation. L'innovation est fondamentale aujourd'hui dans la période dans laquelle nous vivons. Je crois que j'ai fait le tour. Je vais regarder avant de vous dire une bonne soirée s'il y a des commentaires, des informations. Voilà, le train. Donc ça, c'est des choses auxquelles on avait déjà exprimé. La question de la mosquée, vrai ou faux, il y a une salle de prière sur la commune du Grau-du-Roi qui, à ma connaissance, remplit tous les critères de lien avec la préfecture, qui répond à ce qui se fait pour justement lutter contre des dérives dont on sait, et encore récemment, nous avons été victimes. Je vois que cette question a été posée. Donc soyez rassurés par rapport à cet établissement, à ce lieu. En tout cas, elle est surveillée comme il se doit. Voilà. Ensuite, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi ce live. Restez mobilisés, prenez soin de vous. Pensez à vous inscrire sur la mailing contact@legros.fr. Continuez à visionner, à partager ce live, à transférer quand vous recevez nos mails. Vous pouvez les transférer à vos contacts, à vous, pour qu'ils aient l'information. Je crois qu'aujourd'hui, nous devons développer notre communication, que les infos se sachent, parce que j'ai pu lire ces derniers jours qu'à la fin, le 22, je crois, octobre, ou le 23, une fois que la concertation a été finie, des personnes ont dit « on ne savait pas ». Alors, il y a beaucoup de communication qui est faite, il y a les annonces légales, etc. Je ne mets pas en cause ceux qui ne savent pas de ne pas savoir, mais je souhaite que tous nous nous mobilisions pour que l'information se diffuse. Et ça implique qu'à la fin du live, vous puissiez le partager, vous puissiez le diffuser. Ceux qui veulent rester discrets, vous pouvez le diffuser par Messenger. En tout cas, partagez ces informations. Faites-vous votre opinion. Vous pouvez être d'accord ou pas d'accord avec ce que nous avançons. Ce que nous avançons est référencé. Ça correspond à des documents officiels. Je réponds aux questions lorsqu'il y en a. Je suis vraiment pour le dialogue. C'est quelque chose qui me semble important. Je vois que quelqu'un évoquait la question du référendum. C'est une possibilité. La Constitution permet aux communes, sur des questions d'intérêt, de faire soit des concertations, c'est un sondage officiel qui n'emporte pas décision, soit véritablement un référendum local qui pourrait emporter décision. Voilà, c'est une volonté politique. Je regarde les dernières questions. On me fait signe qu'il y en a eu. Disons, il y en a beaucoup qui se sont mobilisés sur la fin. Là, je vois la question de les logements. Pétition. Sur la pétition, on me demande s'il y a une pétition. Oui, on va organiser une pétition.
Voilà, à quand la pétition? La pétition, je vous dis très rapidement, de toute façon, il faut qu'on fasse en sorte qu'on la rédige bien, qu'on utilise tous les moyens pour qu'elle soit la plus efficace. Donc, on est en train de la préparer. Vous serez informés, là encore, vous serez informés. Je compte sur vous pour diffuser l'information à ce sujet-là. Il faut donner son point de vue pour l'enquête publique, oui, quand ça aura lieu. Voilà. Et là, je vois… voilà. Eh bien, je crois que j'ai répondu à l'ensemble des questions, en tout cas, qui me sont parvenues. Des fois, il y a un petit décalage, mais j'ai l'impression. Je vous remercie d'avoir suivi ce live. On reviendra vers vous dès que possible. Comme je disais, prenez soin de vous, inscrivez-vous, partagez, likez et continuons à apporter des solutions et des alternatives constructives. C'est ce qui nous anime et c'est ce qui nous passionne au Gros du Roi. Merci à tous, bonne soirée.